Quand je regarde les retombées économiques qui sont annoncées, ça donne le vertige. 120 à 250 000 créations d'emplois d'ici 2034, 15 à 20 millions de touristes, 3 000 logements neufs construits, un peu plus même. Quelles sont donc les opportunités à saisir dans la foulée de ces JO 2024 ? On a cet espoir d'avoir, grâce au Grand Paris bien sûr, mais avec la perspective des JO 2024, un vrai booster économique pour la région ? Alors, d'abord bonsoir à tous. Oui, pas forcément d'ailleurs seulement en misant sur les Jeux Olympiques, mais simplement parce que les Jeux Olympiques de 2024 coïncident avec deux grandes opérations. Il y a tout d'abord les opérations qui vont être conduites par la Solideo, c'est-à-dire la société qui va être en charge de livrer l'ensemble des infrastructures olympiques, qui va représenter grosso modo en termes d'investissement un budget de 3,5 milliards d'euros, à peu près la moitié financée par les collectivités, par l'État. 500 millions par l'État, 1 milliard pour les collectivités. C'est l'inverse d'ailleurs, oui. 1 milliard par l'État, heureusement pour nous, et 500 millions pour les collectivités. Donc il y a déjà une manne naturelle qui, effectivement, injectée dans le marché, va créer de la valeur. Et puis, il y a le deuxième volet qui est consécutif et qui n'était pas forcément lié aux Jeux Olympiques, mais qui va être là, qui est bien sûr le projet du métro du Grand Paris, avec ses 4 lignes, 2 sécurisées, 2 dont on espère qu'elles vont être très rapidement sécurisées. Vous connaissez par cœur les chiffres, 200 km de voies, 68 stations, bref. Et puis un investissement alors qui oscille en fonction, si vous voulez, de ceux qui les émettent et un peu de la météo et du sens du vent. Donc pour l'instant, il semblerait qu'on en serait vers 32 milliards pour un budget initial de l'ordre de 25-27. Mais pour tout vous dire, et sur cet élément-là, moi ça me fait pas peur. C'est assez normal que lorsqu'on lance un projet d'une telle envergure, il y ait bien sûr un effet classique, l'inflation-prix, parce qu'on capte tellement de sociétés, tellement de contrats sur un seul territoire qu'il y a la variable prix qui fait son œuvre. Et puis, il y a toujours des surprises lorsqu'on commence à creuser. Et je parle sous le contrôle du président Chanu. Et ça, on va en parler avec lui, effectivement. Et donc, en l'occurrence, il y a une variation. La seule chose que je peux vous dire, c'est que mon sentiment est que la pression est tellement forte que l'essentiel sera livré pour les Jeux Olympiques. Ça sera la vitrine de la France. On a un enjeu qui est massif à l'échelle du monde. C'est pour nous le moyen de montrer que la France est redevenue dans le pays des pelotons de tête. Vous savez, on est 5e, 6e puissance mondiale. Mais il y a deux façons de voir ce classement. Soit on le voit de façon statique, soit de façon dynamique. Moi, j'estime aujourd'hui que depuis 10 ans, on le regarde de façon statique. C'est-à-dire qu'on contemple notre position, mais au fond, rien n'est fait pour faire en sorte que cette position soit maintenue, voire qu'elle progresse. Cette situation-là, peut-être, va prendre fin aujourd'hui. Et peut-être qu'on va rentrer dans une position de puissance mondiale dynamique, c'est-à-dire que non seulement on va consolider les acquis, mais en plus on va se projeter pour faire en sorte d'atteindre le plus haut niveau auquel la France pourrait prétendre. Et je pense qu'on peut facilement être 3e, 4e puissance mondiale, jouer un rôle majeur au cœur de l'Europe, être l'animateur de l'Europe. Là aussi, il y a énormément de personnes qui sont très défaitistes sur l'avenir de l'Europe. Je ne fais pas partie de ces personnes. Je pense que c'était d'abord une question de volonté, une question d'énergie. Il suffit que 3-4 chefs d'État puissants se mettent d'accord pour relancer le fait européen. Et je pense qu'avec les Jeux Olympiques, avec le métro du Grand Paris, la France a un rôle absolument majeur, déterminant à jouer dans les prochaines années. On va détailler, Jérôme Chartier, gardez votre micro, les différents secteurs qui peuvent bénéficier évidemment de cette portée des Jeux Olympiques. Simplement, puisqu'on a des acteurs économiques dans la salle essentiellement, on sait déjà qui va profiter de cette manne, de ces opportunités, des start-up, des petites, des moyennes entreprises, des grosses entreprises, qui sont les a priori gagnants économiques de ce qui se prépare. Je me demande si ce n'est pas le secteur immobilier. Ça va faire plaisir. C'est très politique. Hein. Non, mais parce qu'en vérité, il faut considérer ce qui va se passer avec le métro du Grand Paris, c'est-à-dire les 68 nouvelles stations. Au fond, ce sont des endroits, pour la plupart d'entre eux, qui n'ont pas été repérés sur les cartes et qui, pour aucun d'entre eux, ne constituent aujourd'hui ce qu'on appelle des points de centralité. Simplement parce que les transports ne sont pas passés par là, parce que bien souvent, ces endroits sont ravitaillés par les corbeaux. Bref, il n'y a pas des grands projets et au fond, l'immobilier est aujourd'hui défait, déconstruit pour une partie. Bref, il y a une vraie histoire à imaginer sur la façon dont la centralité de Paris et de sa proche couronne va être modifiée avec ces 68 stations.
Et en plus, la plupart d'entre elles vont être des stations reliées, c'est-à-dire avec des éléments de multimodalité. C'est la raison pour laquelle je pense que le vrai pari de ces Jeux Olympiques, c'est un pari immobilier, à la fois bureau et habitat, pour prendre en compte ces nouvelles stations, ces nouveaux points de centralité. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des très belles affaires à faire. Alors justement, ça nous amène à Jacques Chanu, puisqu'on va se pencher sur l'immobilier, bien évidemment, et notamment ce soir, évidemment aussi, et la construction. Quelques chiffres quand même pour planter le décor, mais vous les connaissez sûrement. 1,5 million de mètres carrés de bureaux neufs qui sont prévus, contre 300 000 mètres carrés actuellement, là où ils vont être construits, c'est notamment en Seine-Saint-Denis. Pour le bâtiment, on a un horizon de business là, de plusieurs années qui se dégage après quand même un secteur, le bâtiment, on le sait, qui a beaucoup souffert ces dernières années. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Tout d'abord, je crois qu'il faut rappeler qu'il faut quand même distinguer pour le bâtiment les Jeux Olympiques du Grand Paris. Oui. Juste un chiffre quand même pour caractériser les choses et les relativiser sur le seul impact de la construction même liées aux Jeux Olympiques, donc les trois grandes infrastructures à construire, donc le village olympique et paralympique, le centre de presse et la piscine, plus les quelques constructions de bâtiments imaginés, c'est seulement, entre guillemets, 1 milliard d'euros. On compare ce milliard d'euros au chiffre d'affaires annuel de la construction dans la région Île-de-France, qui est de 34 milliards annuels. Donc ça peut paraître très faible. La seule chose qui est importante, c'est que je pense qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de hasard. L'arrivée des Jeux Olympiques est tout à fait en phase avec le développement du Grand Paris, va être un catalyseur en fait du développement du Grand Paris, et en plus de manière un peu professionnelle. De notre côté, on pense que 2021-22 peut être une période de début de retournement pour notre activité. De retournement positif ou négatif? Ah oui. Enfin négatif. Du moins une stabilisation sur la croissance que l'on attend sur les prochaines années, et que donc arrivera plutôt au bon moment pour notre secteur. Mais au-delà de ça... Pourquoi, en un mot, simplement, pourquoi 2021-22 serait une année de tassement? Tout le monde le sait, il y a quand même un phénomène de cycle, certes, qui peuvent s'allonger dans la crise et se réduire en termes de croissance, mais quand on analyse les choses, à la fois les problèmes à la fois de financement, mais aussi de besoins, on pense qu'une stabilisation devrait arriver autour de 2021-2022. Donc pour la région Île-de-France, 1 milliard d'euros de travaux à faire forcément à cette époque-là, puisque là, l'avantage des Jeux Olympiques, c'est qu'il y a une date butoir. Voilà, il y a une date qui est là, et j'ai du mal à imaginer qu'un pays comme la France ne puisse pas être au rendez-vous, et surtout avec les entreprises qu'elle a nationales qui sont en capacité de produire. Donc ça peut à la fois arriver au bon moment, mais surtout ça vient autour du Grand Paris, en plus du Grand Paris. Ce qu'a dit Jérôme Chartier est pour nous essentiel, c'est-à-dire qu'on voit déjà aujourd'hui, au-delà du bureau, mais on voit déjà aujourd'hui des investissements fonciers autour des 68 gares. Donc on voit bien que les perspectives sont aujourd'hui très bonnes, très longue pour notre activité. 2030-2035, pour nous, c'est quelque chose d'important. On compare ça un peu, alors, entre nous, à l'époque de Vauban ou à l'époque des 30 Glorieuses. Pour certes une seule région. Ah oui, quand même. Mais là aussi, il va falloir qu'on se pose aussi la question, pour nous, de la capacité de production pour faire tout ça. Au-delà des Jeux Olympiques même, on voit déjà qu'il y a une concentration de nos entreprises autour des grandes métropoles, parce qu'aujourd'hui, c'est là où il y a l'activité. Très clairement, l'Île-de-France va être un aspirateur pour beaucoup d'entreprises et beaucoup de salariés. Ce qui pose aussi le problème de la mobilité et du logement pour ces salariés. Et la cohérence, par exemple, de la construction du village olympique en Seine-Saint-Denis, où il y a 30 logements, vous l'avez dit, est fait aussi dans un but de pérennité de ces logements pour pouvoir aussi demain loger nos salariés et un certain nombre de Français. On va y revenir, Jacques Chanu, mais juste d'un mot, et après je passe la parole à Claude Puerto-Salaver, mais les politiques, la région Île-de-France s'est engagée à ce qu'il y ait aussi une part non négligeable de ces travaux réservés aux PME locales. Ça, vous allez jouer le jeu ou ça va être complètement absorbé par les géants du BTP, les Bouygues, Vinci et autres? Arrêtons les fantasmes. Il y a un certain nombre d'ouvrages qui ne sont faisables que par des grandes entreprises qui ont la capacité d'ingénierie et le savoir-faire. Mais où je dis arrêtons les fantasmes, c'est que l'acte de construire est un acte en fait commun qui irrigue l'ensemble du tissu économique du bâtiment. Donc, bien sûr, il faut que les politiques soient vigilants par rapport à ça,
Mais moi, je n'ai aucune inquiétude à ça, à la fois sur la capacité à faire, notamment de nos grandes entreprises pour les grands ouvrages, mais aussi de leur capacité à j'allais dire, répartir un certain nombre de volumes de travaux pour que l'ensemble de nos professionnels puissent travailler. De toute façon, il n'y aura pas le choix, parce que les seules grandes entreprises ne seront pas en capacité de faire tous ces travaux. Ouais. Alors, on va évoquer évidemment la mobilité dans un instant, Claude Puerto-Salaverre. Mais moi, il y a un chiffre qui me parle beaucoup dans ce business plan qui nous emmène aux Jeux Olympiques. C'est que 30% de la superficie va être consacrée à des espaces mixtes. Bureaux, logements, commerce, dans ce Grand Paris, plus et les aménagements liés au JO spécifiquement. Ça veut dire qu'on a là un catalyseur pour repenser tout de suite la ville telle qu'elle doit exister, la Smart City, la ville intelligente des prochaines années. On va peut-être gagner du temps pour ça ? On part d'une page blanche, on a intérêt à en profiter. On n'a pas intérêt à reproduire, on connaît nos erreurs du passé, on a intérêt à ne pas les reproduire. Et effectivement, on a une certitude, ce que les transports en commun assureront pas tous les transports. La voiture, notre bonne vieille voiture, elle est quand même extrêmement utile. Et je crois qu'on est à la veille d'une révolution dans l'utilisation de nos voitures, pas simplement de l'objet automobile. Oui. Donc oui, la réponse est oui, il faut utiliser cette opportunité pour repenser notre utilisation de la voiture. Alors, je vais revenir tout de suite sur vous, mais un mot quand même, Jérôme Chartier, parce que votre présidente, Valérie Pécresse, a promis que 100% des spectateurs des compétitions disposeraient d'une solution de transport en commun pour les Jeux Olympiques de 2024. Vous disiez tout à l'heure, on sera prêt. La Cour des comptes n'est pas tout à fait aussi optimiste que vous. On sera prêt véritablement et on aura une offre de service public véritablement ? Oui. Ah bah oui, c'est une réponse concise. Bah oui, enfin, comment est-ce que vous pouvez imaginer qu'aucun politique ne soit pas au rendez-vous des Jeux Olympiques ? Oui. Personne. Personne ne le sera pas. Donc oui, c'est vrai, on met les bouchées doubles. On a conçu, c'était dans le projet de Valérie, et en l'occurrence, très modestement, j'en ai été à l'origine, on a conçu un modèle de financement pour les rames qui, vous allez voir, c'est extrêmement simple, qui a fait qu'on a lancé plus de 800 rames en programmation, simplement parce que nos prédécesseurs, c'était une option, avaient pris la décision de veiller à l'amortissement des rames sur un mandat. Nous, on a pensé que ce n'était pas idiot de veiller à l'amortissement des rames sur la durée de vie d'une rame. Oui, donc mécaniquement, si vous voulez, on a dégagé, comment vous dire, un peu de marge de manœuvre, et puis bien sûr, les taux fantastiquement bas, le long terme qui est privilégié pour ce genre d'investissement, fait qu'on a dégagé, si vous voulez, un effort colossal en termes d'équipement des rames. Maintenant, on a un autre sujet, qui est un sujet très important, qui ne relève pas malheureusement seulement de la région, qui est les infrastructures ferroviaires qui, là, doivent être remises à niveau. Et en l'occurrence, c'est un bras de fer que Valérie livre en ce moment avec ses partenaires, notamment Réseau Ferré de France, la SNCF, pour faire en sorte que le niveau soit bien là. Mais je reviens sur ce que vous disiez très justement. Oui, bien sûr, il n'y aura pas que des solutions de transport en commun. La seule chose, c'est que j'étais au CES à Las Vegas il y a quelques jours. Les progrès qui sont faits aujourd'hui en termes de véhicules autonomes, la façon dont ces véhicules autonomes vont pouvoir transporter 4 ou 6 personnes, avec énormément de projets français qui sont livrés, des projets de start-up qui sont très largement financés, de projets de grandes sociétés, je pense à Valeo, vont révolutionner la façon de se transporter. Regardez ce qu'est en train de faire aujourd'hui Dubaï avec son drone taxi. On va voir comment ça fonctionne. Mais si ça fonctionne aussi bien qu'on le pense, et avec la façon dont Dubaï, j'y étais il y a 3 mois et demi, a mis en place l'infrastructure pour faire en sorte que ça fonctionne, que ça marche, eh bien, à mon avis, on en aura à Paris. Donc, on a là, en termes de révolution du mode de transport, des choses qui nous attendent et qui vont être des véritables surprises. Claude Puerto-Salaverre, je voudrais avoir votre sentiment justement par rapport à cette problématique qui est cruciale, centrale dans le développement et les opportunités que représente, et pour les entreprises et pour les particuliers, le déplacement dans cette construction de nouveaux espaces immobiliers qui sont en train de se dessiner. En 2016, on a passé 90 heures, pour tous ceux qui sont franciliens ici, et je sais que vous êtes nombreux quand même, 90 heures dans sa voiture et dans les bouchons. On a un parc automobile, on est moins moderne que Dubaï, qui est vieillissant, plus de 8 ans, vous allez me rappeler les chiffres, mais c'est plus de 8 ans et demi, je crois, d'âge moyen. 9 ans. 9 ans, voilà. Comment est-ce qu'on balaye un peu toutes ces voitures et tous ces bouchons de Paris pour pouvoir être compétitif et efficace
au JO et après? Alors, moi, je suis un entrepreneur. Hein. Mon horizon de temps, c'est plutôt 10 ans que 20 ans, 30 ans. Je crois qu'on a un énorme problème. C'est une banalité affligeante. Mais on a un énorme problème d'environnement avec la voiture. Les pouvoirs publics exercent une pression extrêmement forte sur les constructeurs comme sur les consommateurs, avec des effets inégaux. Je trouve que ça marche plutôt pas mal sur les constructeurs, où on a fait des progrès considérables. Dans les 10 ans qui viennent de passer, les voitures consomment 2 fois moins que sur la période précédente, que sur les 10 ans précédents. Moi, j'avais une voiture il y a 20 ans qui consommait 10 litres. Il y a 10 ans, elle consommait 8 litres. Et aujourd'hui, elle consomme 2,5 litres. Ça, c'est notre réalité. Réalité à tous. Donc, de ce côté-là, c'est plutôt pas mal. Du côté du consommateur, on assiste à une guérilla. Oui. On nous a presque tout fait. Mais il y a encore de l'imagination, probablement. On a des villes qui sont des chantiers permanents qui nous empêchent de rouler. On a des réglementations sur la vitesse. On a des prix du stationnement qui sont juste effrayants. Garer sa voiture dans Paris, ça va être plus cher que louer une chambre au Ritz bientôt. Donc une politique prohibition. Et on va interdire l'accès de Paris aux vieilles bagnoles. Évidemment, avec le sujet de justice sociale que ça pose. Donc on a une politique prohibitionniste qui ne fonctionne pas. En 2 mots, on fait 700 milliards de kilomètres par an, et vous savez quoi? Ces 700 milliards, elles rejettent aujourd'hui plus de CO2 dans la nature qu'il y a 10 ans. Et pour une raison simple, c'est qu'on a fait d'énormes progrès dans les 2 millions de voitures qui rentrent dans le parc. Le problème, c'est qu'il y a 37 millions de voitures à côté. 15 millions de voitures ont plus de 10 ans. 15 millions de voitures ont plus de 10 ans. Le parc ne cesse de vieillir. Ça, c'est la réalité. On est passé de 6 ans, il y a 20 ans, à un parc qui a un âge moyen de 9 ans aujourd'hui. Ça veut dire qu'une voiture qui rentre sur la route aujourd'hui en sortira dans 18 ans. Et encore, ça se dégradera si on ne fait rien. Oui. Donc on est devant un enjeu d'environnement considérable. On a une implantation en Chine. J'ai assisté à une décision du gouvernement chinois qui a décidé purement et simplement de sortir 7 millions de voitures de la route d'un trait de plume. Vous me dégagez ça. Sur 100 millions de voitures, 7 millions, vous dégagez. Oui. Donc avec une énorme brutalité. Je pense que grâce à l'économie du partage, on est capable, en partageant nos voitures, de résoudre ce problème d'environnement sans brutalité, en proposant une croissance durable et créatrice d'emplois. Oui. Donc, je crois qu'on va vers la société du partage. Il faut impérativement sortir une dizaine de millions de voitures du parc. Ça, je ne comprends pas pourquoi les politiques ne s'emparent pas de ce sujet-là. Alors, je comprends pas. Je sais pourquoi, c'est qu'il n'y a pas de solution. Aujourd'hui, il n'y avait pas de solution. Oui. Mais on ne peut pas continuer à laisser vieillir ce parc. On est mûr pour finalement se servir d'une voiture comme d'une utilité et pas d'en être propriétaire. Parce que c'est ça ce que vous nous dites en gros. Alors, si on veut réduire la circulation. Il y a 2 raisons qui me rendent certain qu'on va vers l'économie du partage et que cette économie du partage va nous permettre de sortir à peu près un quart du parc. Dans les 10 ans qui viennent de passer, on a pris nos distances vis-à-vis de l'automobile. Si la voiture est la prunelle de mes yeux, je ne la partage pas. Mais la voiture n'est plus la prunelle de nos yeux. On a pris nos distances. Vous avez un exemple. Les constructeurs qui ne sont pas ennemis de leurs intérêts ne vendent plus le prix d'une voiture. Ils ne vendent plus une voiture 20 000 euros. Ils vendent une voiture 250 euros par mois. Et quand on pense qu'une voiture, ça vaut 250 euros par mois, ça veut dire qu'on est passé dans l'usage et qu'on a pris ces distances. Donc, on a aujourd'hui, personnellement, une distance qui nous permet d'envisager de la partager. Et il y a une deuxième raison pour laquelle l'économie du partage va s'installer dans l'automobile, c'est la technologie. Aujourd'hui, on est capable, avec un smartphone, de reconnaître un permis de conduire, de reconnaître votre identité. On sait quand vous allez vous approcher de la voiture, vous reconnaître, savoir que c'est vous qui êtes en train de louer la voiture. Donc, en toute sécurité, on va pouvoir partager ces voitures sans déranger la personne qui va vous prêter sa voiture à 2 h du matin.
Donc on va, dans les 10 prochaines années, dans cette direction-là. D'accord. Alors, ça, c'était un sujet, c'est important qu'on y passe du temps parce que, évidemment, pour vos entreprises et pour votre quotidien, la problématique de savoir ce que l'on fait des voitures et où est-ce qu'on les met et comment on les utilise est essentielle, y compris d'ailleurs pour le parc qu'il faut prévoir sur les sièges sociaux et les endroits où on travaille. Jacques Chanu, vous disiez tout à l'heure quelque chose d'important aussi et qui rejoint sans doute vos préoccupations. On va parler évidemment des sièges sociaux et des nouveaux hubs de quartiers d'affaires qui sont en train de voir le jour du fait de ces constructions Grand Paris et JO. Mais ce que vous disiez et qui est intéressant, c'est qu'il va falloir aussi, et c'est une opportunité que présentent les JO et la perspective des JO, c'est loger les salariés. Et c'est vrai que c'est une problématique que rencontrent beaucoup les entreprises aujourd'hui, d'avoir, notamment en région parisienne, des salariés qui sont très éloignés de leur lieu de travail. Oui, c'est un sujet essentiel. Je veux simplement rebondir quand il y a des travaux dans Paris que ça freine les voitures. Moi, je suis ravi. Oui, c'est logique. Au-delà de ça, ce qui va être important aussi au moment du Grand Paris, c'est d'imaginer à côté des milliers de mètres carrés dont vous avez parlé qui vont se faire en termes de bureaux et de services, il va effectivement, si on veut être en capacité de recruter dans ces bureaux et services un certain nombre de personnes, il faudra qu'on soit en capacité de les loger. Et là, on a un véritable retard. Sur la région Île-de-France, je crois qu'il ne faut pas se mentir, il y a eu une forme de rétention foncière à un moment, sans doute un réseau aussi de transport qui n'était pas à la hauteur, ou du moins dont la fiabilité à certains endroits a freiné aussi le développement de ces régions dont parlait Jérôme Chartier. C'est pour ça que les infrastructures annoncées dans le cadre du Grand Paris, pour en avancer le délai, seront essentielles pour le développement du nombre de logements et notamment du logement des salariés. Oui. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une concentration autour des métropoles. On peut le regretter. Je crois que la politique d'aménagement du territoire devra sans doute aussi un jour repenser ce sujet au niveau national. Mais néanmoins, la réalité aujourd'hui, pour répondre à une demande de nos entreprises en région Île-de-France, ça va être de pouvoir les loger. Nous, notre souci aujourd'hui va être de trouver suffisamment d'opérateurs à la fois sociaux. Je crois qu'on s'est un petit peu organisé au niveau du 1% logement pour être en capacité de répondre, mais aussi privés, pour accompagner ce développement-là. Là aussi, la cohérence du développement au niveau du Grand Paris doit être pensée autour du logement. Des infrastructures, c'est essentiel pour le logement, mais des infrastructures autour duquel il n'y aurait pas de logement serait, à mon avis, un des pires échecs du développement d'Île-de-France. Pour notre part, nous essayons de mobiliser l'ensemble des acteurs, y compris financiers, pour accompagner les promoteurs, et pas que les gros, là aussi, c'est comme pour... mais aussi certains qui sont peut-être plus agiles dans des territoires où cela ça peut être plus compliqué. Mais ce qui est essentiel, c'est la crédibilité, justement, des 68 gares et des lignes ouvertes ou pas. Ce que disait le président Chartier sur les attentes de confirmation, aujourd'hui, sont... à mon avis, dévastatrice en termes le flou et les doutes et les gares dont on s'interroge si elles verront le jour ou pas. Et catastrophique pour les investisseurs sur la partie logement. Donc, notre objectif commun, je crois à tous aujourd'hui, c'est que quelles que soient les décisions, qu'on les connaisse très rapidement. Et à ce moment-là, on pourra développer le plan que l'on souhaite tous et on sera en capacité de répondre aux 70 000 logements nécessaires à construire en Île-de-France par an, pour essayer de rattraper le retard. Juste un chiffre, désolé. On est raisonnable sur les chiffres encore. Ouais, ça on peut y aller. Vous êtes sympa. En région Île-de-France, on construit à peu près 4,8 logements par an pour 1000 habitants. Région Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Aquitaine, 7. Je crois qu'avec ce chiffre, on voit qu'au-delà du développement économique et autres, si on veut accompagner ce développement économique, il faut qu'on puisse répondre à cette attente forte de logement. Alors, Jérôme Chartier, il y a deux éléments très intéressants dans ce que vient de dire Jacques Chanu et qui relèvent là pour le coup de la politique d'aménagement de l'Île-de-France. Première chose, c'est effectivement la politique qui est mise en place pour permettre de construire et de construire sur des zones tendues. Vous êtes un élu du Val d'Oise. Et effectivement, aujourd'hui, on sait que peut-être dans les arbitrages qui vont être rendus, pour tenir les délais, le Val d'Oise risque d'être le parent pauvre de cet aménagement, de ce Grand Paris et des JO. Et peut-être celui qui n'en bénéficiera pas. Ça, c'est la première question. La deuxième qui découle de ce que vient de dire Jacques Chanu, c'est à quel prix ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
Est-ce que les habitants du 93 qui vont voir leur département se transformer et s'enrichir quelque part de la part de ces JO, est-ce qu'on ne va pas vider le 93 de ses habitants aujourd'hui? Parce qu'ils n'auront plus les moyens de se loger. Merci. Écoutez, on est vraiment au cœur du problème et le président Jacques Chanu a mis le doigt sur, à mon avis, ce qui est l'essentiel. Il se trouve que j'ai été chargé par Valérie de la question de ce qu'on appelle, vous savez, la métropole du Grand Paris. C'est une décision qui devrait intervenir vers mi-février. C'est la décision du président de la République de savoir quel sera le périmètre de cette métropole. J'étais au début du mois de septembre à San Francisco et j'y étais parce qu'à Palo Alto, ils ont un problème qui est que l'afflux d'ingénieurs, c'est plusieurs dizaines de milliers d'ingénieurs en plus dans les 4 ans, fait que pour ceux qui connaissent le coin, East Palo Alto, qui jusqu'à présent accueillait tous les services des grandes compagnies informatiques, c'est-à-dire les pompiers, les infirmières, bref, l'ensemble des services, toutes ces personnes-là vont être obligées de quitter par la pression immobilière Palo Alto East et trouver un endroit à 50, 60, parfois 100 km pour aller habiter. Et on pense, et ils ont raison, que ça va déstabiliser l'incroyable phénomène d'écosystème que représente la Silicon Valley. Et je pense qu'ils ont raison, parce qu'à force d'éloignement, les gens simplement vont vouloir soit aller travailler ailleurs, soit les prix vont augmenter. Bref, le modèle va être transformé. Et ils sont en train de trouver des solutions extrêmement imaginatives pour faire en sorte de garder les équipes de service, les populations de service, sur le territoire de la Silicon Valley. Eh bien, nous, c'est exactement pareil. Quelle est l'ambition qu'on se fixe pour la région Île-de-France? Soit on se dit que la région Île-de-France, la métropole de Paris, ça sera la première métropole du monde à l'horizon 2050. C'est pas juste comme ça une vue de l'esprit. Vous savez, dans les années 60, lorsque Paul Delouvrier se voit confier par le général de Gaulle l'avenir de la région de Paris, il conçoit en 1964 l'ensemble des départements. En 1968, il met en place des départements pour pousser les préfets à aménager et faire en sorte que l'on ait les villes nouvelles et que l'on commence à avoir davantage de construction. Et puis, le président Chanu a parfaitement raison, c'est vrai. Les élus qui ont la maîtrise du plan d'occupation des sols 20 ans plus tard freinent l'immobilier et en l'occurrence empêchent la métropole de Paris de se développer comme s'est développée la métropole du Grand Londres. Il y a toujours un élément moi, qui me frappe, c'est qu'en 1964, Paris est imaginé avec le périmètre de la région Île-de-France pour être la métropole de Paris et qu'au même moment, en 1965, c'est la métropole de Londres qui est imaginée sur le périmètre, sauf qu'aujourd'hui, la métropole de Londres, elle fait 7,5 millions d'habitants dans le périmètre et qu'au total, l'aire métropolitaine, ça fait 13 millions. Ça veut dire qu'ils ont explosé le périmètre de la métropole du Grand Londres tel qu'il l'avait prévu en 1965. Nous, on a à peine consommé 40% de l'espace tel qu'on l'avait prévu en 1964. Vous voyez, c'est ça qui est terrible. C'est qu'en fait, on a considérablement freiné le développement, l'aménagement immobilier pour faire en sorte que Paris soit la plus grande métropole du monde. Donc là, on a un vrai défi pour savoir si on veut cela, ce qui signifie tout simplement avoir l'ambition d'une métropole qui est à l'échelle de la région et confier les pouvoirs d'aménagement du territoire au niveau régional. Ce n'est pas juste pour se faire plaisir, c'est parce qu'il faut pousser la construction. C'est vital si on veut éviter que le phénomène Palo Alto se reproduise en Île-de-France, parce qu'il peut se produire. Un élément supplémentaire, aujourd'hui, on est sur une autre vision de l'habitat. On a envie de l'habitat horizontal. Et en plus, on peut se le permettre parce que les moyens de déplacement, les technologies de l'information font qu'on n'est pas obligé forcément tous d'habiter dans la même tour. Moi, il y a le charme des tours, c'est incontestable, mais aussi il y a l'attente des habitants de Paris, d'Île-de-France, d'avoir, je dirais, une habitation un peu plus desserrée. Ça, c'est un enjeu majeur et ça tombe bien, on a de l'espace à consommer. Voilà la raison pour laquelle, sur les 4 lignes de métro du Grand Paris, on n'a pas le choix de les aménager. Parce que c'est l'ambition d'une métropole mondiale. Alors, ce qui était dit tout à l'heure par Jean-Claude sur la Chine, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en Chine, c'est radical. Ils prennent une décision et tout le monde exécute. Bon, je ne suis pas certain que ça soit un régime totalement démocratique, mais en tout cas, c'est un régime très efficace. Il y a quand même une vraie question qui va se poser sur ce plan-là, chers amis. En revenant d'Alger hier, je me rendais compte que le Wadi d'Alger est un type qui a tous les pouvoirs. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui concentre en une seule main l'immobilier, l'aménagement, l'assainissement, tout. Et du coup, il a les moyens d'aller vite. Nous, notre organisation territoriale a créé énormément de freins.
Donc vous voyez, tout cela, c'est une question d'ambition. J'ai cru comprendre qu'on avait un président de la République très ambitieux. Donc s'il est très ambitieux, il n'a pas d'autre solution que de pousser les feux pour faire en sorte que la métropole de Paris, ça soit une métropole pouvoir extrêmement renforcée, qui tienne tous les pouvoirs d'aménagement du territoire pour accélérer la réponse immobilière à l'attente extrêmement forte des habitants qui vont venir habiter à Paris. Parce que vivre dans une métropole, ça les intéresse. Et vivre dans une métropole mondiale dont Paris est la figure de proue, ça les intéresse encore plus. J'ai regardé une étude, l'étude Jones Lang LaSalle, qui prédit, et là ça vous parle parce que c'est les baux immobiliers, ce sont les baux immobiliers pour les sièges sociaux, qui prévoit quand même une flambée de 50 à 100 euros du mètre carré par an dans les années qui viennent post-JO, pour le 93. À tel point que certains endroits du 93, des hubs de quartiers d'affaires, risquent d'être plus chers que certains du 92 aujourd'hui. Il y a quand même un risque évoqué tout à l'heure par Jérôme Chartier de déstabilisation du marché immobilier là. Là, vous parlez de l'immobilier d'entreprise. Oui, absolument. Sur la partie logement, je pense qu'il faut rappeler la spécificité française de la politique du logement social, qui est souvent un amortisseur à la fois d'activité, mais aussi de régulation du prix, et notamment du logement intermédiaire. Alors c'est un peu technique, mais ce qu'on appelle le logement intermédiaire, qui est ce logement dont le loyer est entre le marché libre et le prix du logement social. Donc qui loge en fait souvent nos salariés. La chance que nous avons en France, je dis que c'est une chance parce que c'est pas partagé par tous, mais je pense que ça reste une chance. C'est que nous avons un modèle de construction de logements sociaux intermédiaires, je pense inégalé dans le monde, très sincèrement. Il y a certes des ajustements à faire, des économies à faire. Vous avez entendu les derniers débats autour de la baisse des APL et autres. Mais aujourd'hui, il est en capacité d'être un régulateur. Être un régulateur, ça ne veut pas dire contrôler un marché. Être un régulateur, c'est-à-dire c'est donner la capacité à tout le monde, quelles que soient, j'allais dire, ses capacités de revenus, de pouvoir se loger à un endroit précis. Sauf que tout cela est possible lorsque vous avez une véritable maîtrise foncière pour ces constructions. Et où le rôle des maires peut être extrêmement positif quant à cette régulation, ou à l'inverse, très bloquant, et donc entraînant une spéculation sur les terrains d'à côté. Le monde de la construction et de l'immobilier est très dépendant des collectivités aujourd'hui, et c'est souvent le comportement d'une collectivité qui peut entraîner une notion de prix. Donc s'il y a une volonté par exemple en Seine-Saint-Denis, de pouvoir réguler un certain nombre de choses, ça passera par la maîtrise foncière. Je partage l'avis de Jérôme Chartier sur l'accumulation de décideurs dans ce domaine-là, ce qui fait d'ailleurs que souvent beaucoup se défaussent. Sauf que la déclaration que Jérôme Chartier vient de faire ne va pas susciter un enthousiasme fort chez beaucoup de maires de la région Île-de-France. Et pourtant, je crois qu'il faut qu'on y réfléchisse vraiment sur la transmission de cette responsabilité, notamment des permis et de la maîtrise foncière. La régulation n'est pas une gestion à la soviète. Ce que l'on demande aussi à nos élus, c'est d'être en capacité de pouvoir apporter un certain nombre de terrains qui permettent des réalisations très différentes. En tout cas, ce modèle-là, qui existe aujourd'hui et qui a encore des capacités financières, contrairement à ce que j'entends de ça ou là, doit être un atout fort pour réguler ce qui peut se passer, notamment en Seine-Saint-Denis. Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'il manque de logements, là, vous n'arrêtez pas la spéculation. Ce n'est pas non plus en encadrant des loyers de manière là totalement arbitraire que vous allez aussi réguler ça. Bien au contraire, parce que ça bloque un marché, et plus vous bloquez un marché, moins vous construisez, moins vous avez d'offres, plus les prix flambent. Je crois que c'est très basique ce que je dis, mais je crois qu'il faut être capable de le rappeler à certains, ou plutôt à certaines. On a commencé en disant qu'il y aurait sans doute 30% du parc qui serait mixte, où il y aurait à la fois des entreprises, des commerces, des habitations. On sait que pour la Seine-Saint-Denis, la construction de la piscine, elle va avoir un enjeu majeur au niveau social, parce qu'aujourd'hui, un enfant de Seine-Saint-Denis sur 2 qui arrive au collège ne sait pas nager. Ça va aider évidemment la nouvelle piscine à donner des cours de natation. En gros, la ville de demain, la ville post-JO, est-ce que c'est une ville de service public qui nous attend ? En tous les cas, c'est une ville dans laquelle l'action est coordonnée. Dans le métier que je connais, l'automobile, je crois que la révolution du partage dont je vous ai parlé, qui nous permettra de désengorger les villes, de désengorger la circulation, c'est une révolution que les entreprises, que les constructeurs, que les banquiers, que les assureurs ne feront pas tout seuls.
On la fera avec les politiques, on la fera avec les professionnels de l'immobilier que vous êtes. Et c'est cette coordination qui, à un moment donné, permettra aux consommateurs citoyens d'adhérer à de nouveaux formats de consommation. Merci beaucoup à tous les trois. Jérôme Chartier, premier vice-président de la région Île-de-France, Jacques Chanu, président de la Fédération française du bâtiment, et Jean-Claude Puerto-Salaver, PDG fondateur du CAR, qui sort donc en mars le livre #PartageTaBagnole. Merci pour cette table ronde. Merci.